Elle n'avait que 7 ans. Mais cette nuit-là, Léa a composé un numéro capable de changer toute sa vie. Dans les ruelles étouffantes de Lagos, alors que tout le monde préparait Noël, une petite fille affamée, pieds nus, a pris une décision que même un adulte n'aurait pas osé prendre. Elle a appelé un milliardaire. Pas pour demander de l'argent. Pas pour demander un cadeau. Mais pour une chose que personne n'avait jamais osé lui offrir. Un papa. Pour un seul jour. Pour sauver sa maman. Et ce que cet homme puissant va découvrir au bout du fil. Va briser son cœur, bouleverser son destin. Et transformer le Noël d'une famille qu'il ne connaissait même pas la veille. Préparez-vous. Ce que vous allez entendre dépasse tout ce que vous avez imaginé. Bienvenue sur les histoires de Amina. Ici, chaque récit touche le cœur, surprend l'âme, et laisse une leçon qu'on n'oublie jamais. Installe-toi, respire, et laisse une nouvelle histoire transformer ta journée. N'oublie pas de t'abonner et de nous dire d'où tu regardes. La chaleur de décembre s'était lourdement installée à l'intérieur de leur appartement d'une seule pièce, assez épaisse pour donner à l'air une impression de fatigue. Léa était allongée sur son petit matelas en mousse, traçant du doigt les bords effilochés du vieux magazine qu'elle gardait caché sous son oreiller comme un trésor secret. La couverture avait pâli jusqu'à devenir un mélange fané de brun doré et de poussière. Mais le visage imprimé dessus, celui d'Antoine Laurent, le milliardaire dont tout le monde parlait à Lagos, restait net. Il n'avait pas l'air de quelqu'un qui connaissait la sensation de la faim, ou de la peur, ou le son d'une mère qui pleure doucement la nuit. Léa tourna la page avec délicatesse, attentive à ne pas la déchirer. Elle avait lu l'article tant de fois qu'elle pouvait en réciter des passages. Il parlait de ses entreprises, de sa richesse, de ses œuvres caritatives, de ses costumes parfaits, de sa vie parfaite. Tout en lui semblait appartenir à un monde qu'elle ne toucherait jamais. Et pourtant, depuis 6 mois, elle gardait ce magazine comme s'il contenait de la magie. De l'autre côté de la pièce, Élise essayait de plier son uniforme usé, lissant des plis qui refusaient de disparaître. Elle était rentrée du travail plus tard que d'habitude, sentant les produits d'entretien. Ses épaules étaient affaissées, s'étreignaient légèrement à chaque pas, des signes que Léa avait appris à reconnaître. « Maman », chuchota Léa, « est-ce que tu vas bien ?» Élise força un sourire. « Juste fatiguée, mon bébé. Décembre est chargé. » Chargé était le mot que sa mère utilisait pour difficile. Le loyer était presque dû. Les frais de scolarité arrivaient. Noël approchait et elle n'avait rien. Pas de nourriture, pas de décoration, pas même un plan. Léa serra le magazine plus fort contre elle. Elle ne savait pas pourquoi c'était ce soir-là, précisément, mais quelque chose en elle était différent. Lourd. Déterminé. Elle avait vu sa mère retenir ses larmes en comptant des pièces plus tôt. Elle l'avait vu sauter le dîner à nouveau, faisant semblant de ne pas avoir faim. Léa n'avait que 7 ans, mais elle n'était pas sotte. Elle le savait, et elle savait qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse. Elle ferma le magazine et le posa sur ses genoux. Sa voix tremblait. « Maman, si quelqu'un voulait nous aider, tu le laisserais faire. » Élise s'arrêta, surprise. « Nous aider ? Qui ?» Léa évita son regard. Peut-être quelqu'un de gentil. Le rire de sa mère était doux et triste. La gentillesse est rare de nos jours, Léa. Mais si quelqu'un voulait vraiment aider, je ne refuserais pas. Elle toucha doucement la joue de sa fille. Mais ne t'inquiète pas avec les choses des adultes. Tu es une enfant. Tu ne devrais pas porter toutes ces pensées. Mais Léa les portait déjà, et elles étaient lourdes. Sa mère l'embrassa sur le front et s'allongea, l'épuisement la submergeant rapidement. En quelques minutes, Élise était endormie, respirant profondément, son bras posé faiblement sur son ventre. Léa l'observa un long moment. Puis elle prit sa décision. Elle glissa le magazine sous son bras, se leva avec précaution pour ne pas réveiller sa mère, et marcha sur la pointe des pieds vers la porte. Le couloir à l'extérieur était sombre, éclairé seulement par une ampoule qui clignotait. Elle descendit les escaliers silencieusement et sortit dans la nuit. L'air de décembre sentait la poussière, le maïs grillé et une musique de Noël lointaine. Des enfants riaient quelque part dans la rue, des pétards éclataient dans le ciel humide. Mais Léa ne s'arrêta pas pour regarder. Son cœur battait trop vite. Elle se dirigea vers le petit centre d'appel près du carrefour. Un kiosque en bois peint en bleu avec 3 vieux téléphones publics rouillés à l'intérieur.
L'endroit était encore ouvert. Le préposé était à moitié endormi sur un tabouret, scrollant sur son propre téléphone. « Tonton » chuchota Léa. L'homme leva les yeux, intrigué. « Ah, petite fille, que fais-tu dehors si tard ? Je veux juste passer un coup de fil, s'il vous plaît. » Il hésita, puis haussa les épaules. Apporte 20 Naira. Léa sortit une petite pièce de sa poche, la même qu'elle économisait pour acheter du chewing-gum à l'école. Elle la posa sur le comptoir. Le préposé hocha la tête. Elle entra dans la cabine. Ses mains tremblaient tandis qu'elle ouvrait le magazine à la page où figuraient les coordonnées de l'entreprise d'Antoine Laurent. Sa photographie la fixait, confiante, lisse, inaccessible. En dessous, en petits caractères, il y avait un numéro. All Group International, succursale de Lagos, ligne client et entreprise 09 cents-45 à 7782. Elle posa le magazine, souleva le combiné froid et composa lentement. Son cœur battait plus fort à chaque bip. Une sonnerie, 2 sonneries, 3. Une voix nette répondit, lisse et professionnelle. Bonsoir, All Group International. Je suis Clara. Comment puis-je vous aider? Léa se figea. Sa gorge s'assécha. Allô? Répéta la secrétaire. Léa inspira brusquement. Je veux parler à monsieur Antoine. Il y eut un court silence, puis un rire poli mais guindé. Monsieur Laurent ne prend pas d'appel non programmé. Qui est à l'appareil? Léa déglutit. Elle ne savait pas quoi dire. Elle n'avait pas prévu aussi loin. Je m'appelle Léa, chuchota-t-elle. Et quel est votre lien avec monsieur Laurent? Ses mains tremblaient. Elle lança la première chose qui lui vint à l'esprit. C'est mon père. Le silence qui suivit était plus froid que la cabine métallique. Vous êtes quoi? Mon père, répéta Léa, la voix brisée. S'il vous plaît, je dois lui parler. La secrétaire expira sèchement, maintenant agacée. Petite fille, monsieur Laurent n'a pas d'enfant. Ce n'est pas une blague, cria Léa, sa voix montant avec désespoir. Elle ne pouvait plus reculer. S'il vous plaît, j'ai besoin de lui. J'ai juste besoin d'un papa pour Noël. Sa voix résonna à l'intérieur du kiosque. Trop forte, trop brisée. Le préposé à l'extérieur se tourna pour regarder. La secrétaire se tut à nouveau, déstabilisée par l'honnêteté crue dans la voix de l'enfant. Ma chérie, dit enfin la secrétaire, plus doucement maintenant. Tu ne peux pas lui parler. Monsieur Laurent est très occupé. Je suis désolée. Léa sentit des larmes lui brûler les yeux. Son cœur se serra douloureusement. Elle pressa le combiné contre sa joue. S'il vous plaît, murmura-t-elle. Il n'a pas besoin d'être mon vrai papa. J'ai juste besoin d'aide. Ma maman travaille tellement dur. Elle est fatiguée et nous n'avons pas de Noël. Et... Sa voix s'effondra. La secrétaire inspira doucement, incapable de répondre. Léa essuya ses larmes. Si vous lui parlez, pouvez-vous juste lui dire que Léa a appelé? La secrétaire hésita. Sa voix s'adoucit. Je vais voir ce que je peux faire. Léa raccrocha lentement, les mains engourdies. Elle sortit dans la nuit, le magazine serré contre sa poitrine. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. Elle ne savait pas si Antoine entendrait jamais son message. Mais elle avait fait quelque chose de courageux pour sa mère, pour elle-même, pour Noël. Et dans l'obscurité tranquille, une petite étincelle d'espoir prit vie. L'air nocturne semblait plus froid qu'avant, effleurant la peau de Léa alors qu'elle sortait de la cabine téléphonique. Elle essuya ses larmes avec le dos de la main, serrant le magazine usé contre sa poitrine. Son cœur battait sauvagement, moitié peur, moitié espoir. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais elle savait qu'elle avait fait quelque chose de courageux, peut-être trop courageux. Elle se murmura à elle-même, « Je veux juste que maman sourie à nouveau. » Sa voix tremblait. La rue était devenue plus calme. Les vendeurs avaient fermé leurs kiosques. Des mères appelaient leurs enfants à rentrer. Des motos vrombissaient au passage comme des insectes agités. Des lumières de Noël clignotaient faiblement le long de la rue, certaines cassées, d'autres s'accrochant à la vie, tout comme sa mère le faisait chaque jour.
Léa se croisa les bras et commença à rentrer à la maison. À l'intérieur de l'une des plus hautes tours d'affaires de Lagos, l'appel de Léa n'avait pas abouti au silence. Clara, la secrétaire, était restée figée pendant presque une minute entière après que la petite fille eut raccroché. Le bureau était presque vide. Il était plus de 21 heures et la plupart du personnel était parti. Seule Clara restait pour finir quelques rapports financiers, mais ses mains ne tapaient plus sur le clavier. Son esprit rejouait la voix tremblante de l'enfant. « S'il vous plaît, j'ai juste besoin d'un papa pour Noël, et je crois qu'il pourrait être le mien. » Elle déglutit péniblement, incertaine de ce qu'elle devait faire. Des enfants faisaient souvent des blagues téléphoniques aux entreprises, mais celle-ci semblait différente. Le désespoir, les respirations tremblantes, les sanglots étouffés. Clara avait grandi à Ajagindla. Elle connaissait le son de la faim. Elle connaissait le son de la douleur et la voix au téléphone semblait être les deux à la fois. Elle fixa le combiné, déchiré. Elle connaissait son patron, Antoine Laurent, il détestait les interruptions, surtout personnelles. Il était riche au-delà de toute mesure, mais aussi discret, distant et presque impossible à approcher en dehors des affaires. Pourtant, quelque chose en elle était agité. Avant de s'en rendre compte, Clara avait saisi son téléphone et tapé un court message. « Monsieur, je sais que vous n'aimez pas être dérangé, mais il y a eu un appel étrange. Un enfant prétend être votre fille. » Elle hésita, puis ajouta « Elle avait l'air vraiment désespérée. » Son doigt plana au-dessus du bouton d'envoi avant qu'elle ne finisse par appuyer. De l'autre côté de la ville, Antoine Laurent était assis dans son bureau au mur de verre chez lui, parcourant des documents avec un verre d'eau à côté. Il était fatigué, épuisé même, mais il refusait de se reposer. Le travail le tenait à l'abri du vide qui le suivait comme une ombre. Son téléphone vibra, s'illuminant sur la table. Quand il vit que le message était de Clara, ses sourcils se froncèrent. Elle lui envoyait rarement des messages après le travail. Il l'ouvrit, ses yeux parcourant le texte une fois, puis une seconde plus lentement. Un enfant, prétendant être sa fille. Il se renversa dans son fauteuil, une lueur de confusion traversant son visage. Il n'avait pas d'enfant, pas de fausse couche, pas de relation secrète. Il connaissait bien sa vie. Elle était prévisible, disciplinée, contrôlée. Mais quelque chose dans le message de Clara l'attirait. Désespéré. Le mot persista. Il expira sèchement et lâcha son stylo. Les gens feront n'importe quoi pour attirer l'attention, grommela-t-il, même s'il n'y croyait pas tout à fait. Pourtant, quelques minutes plus tard, il fixait toujours l'écran, incapable de chasser cette conversation de son esprit. Un enfant qui appelle un milliardaire. Cela seul était étrange, mais un enfant prétendant avoir besoin d'un père pour Noël. Il se frotta le front. Pourquoi cette phrase lui serrait-elle la poitrine? Pendant ce temps, Léa atteignit l'immeuble et monta les marches silencieusement. Ses jambes lui faisaient mal et ses yeux piquaient d'avoir pleuré. Elle s'arrêta à la porte, écoutant. Élise dormait toujours. Léa se glissa à l'intérieur sans bruit et s'assit à côté de sa mère, plaçant le magazine sous son oreiller fin. Elle se coucha mais ne parvint pas à dormir. Son esprit tourbillonnait de peur. Et s'il ne rappelait jamais? Et si la secrétaire s'était moquée d'elle? Et si elle avait tout empiré? Elle serra les paupières jusqu'à ce que le sommeil finisse par l'emporter. La lumière du matin filtrait à travers la petite fenêtre, réchauffant le visage de Léa. Elle se réveilla au son de la voix de sa mère. « Léa, réveille-toi, mon bébé. Tu dois te préparer pour l'école. » Léa s'assit lentement. Élise s'agenouilla à côté d'elle, lissant doucement ses cheveux avec des doigts qui sentaient légèrement le savon. La femme avait sa queue de cheval élégante soigneusement attachée, bien qu'elle ait l'air aussi fatiguée que la veille. Léa déglutit avec difficulté. Elle voulait lui raconter. Elle voulait dire « Maman, j'ai appelé un étranger, un homme puissant, un milliardaire. » Mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Élise l'aida à enfiler sa robe orange, fredonnant doucement pour cacher son inquiétude. Léa observait les mouvements de sa mère, délicats, attentionnés, pleins d'amour, et pourtant chaque geste portait son ombre de fatigue. Alors qu'elle sortait dans la matinée, Élise verrouilla la porte de l'appartement et dit « Tout ira bien. Je te le promets. » Léa hocha la tête,
bien que son cœur chuchotât, « Je l'espère ». Au même moment, Antoine entrait dans son bureau au siège de l'entreprise. Le bâtiment bourdonnait d'employés, mais son esprit restait accroché au message de la veille. Il ne salua personne, pas même les gardes de sécurité qui le saluaient toujours. Il pénétra dans son bureau et referma la porte derrière lui. Clara frappa doucement quelques instants plus tard. « Monsieur, puis-je vous parler ?» Antoine leva les yeux, surpris. « À quel sujet ?» Elle entra lentement. « À propos de l'appel. » Sa mâchoire se serra. « Je vous l'ai dit, monsieur. » Cet enfant n'avait pas l'air de plaisanter. Antoine soupira, se renversant en arrière. « Clara, les gens mentent. »« Les enfants ?» demanda-t-elle doucement. Il hésita. Clara continua. « Monsieur, j'ai grandi avec des enfants qui appelaient des étrangers en prétendant avoir besoin d'aide, mais leur voix était différente. Elles étaient espiègles, excitées. Cette petite fille n'avait pas ce ton-là. » Antoine passa une main sur sa barbe. « Elle a dit qu'elle avait besoin d'un papa pour Noël, » ajouta Clara doucement. « Et elle a dit qu'elle pensait que vous étiez le seul qu'elle avait. » Son cœur tressaillit. Un petit serment inconnu. Il détourna les yeux de Clara et regarda vers la ligne d'horizon. « Elle n'a pas laissé de nom ?» demanda-t-il. Clara secoua la tête. « Seulement qu'elle a 7 ans et qu'elle est votre fille. » Le silence envahit la pièce. Antoine dit enfin, « Si elle rappelle, passez-la-moi. » Clara sourit faiblement. « Oui, monsieur. » De retour à l'école, Léa était assise dans sa classe mais ne parvenait pas à se concentrer. La voix de son institutrice semblait lointaine. Elle n'arrêtait pas de regarder l'horloge, se demandant si l'appel qu'elle avait passé l'avait atteint, se demandant s'il s'en souciait même. Elle imaginait Antoine assis dans un grand bureau, entouré de verres et de sols brillants. Elle l'imaginait regardant sa photo dans le magazine. Elle l'imaginait fronçant les sourcils, confus, peut-être même touché. « S'il te plaît, rappelle, s'il te plaît » chuchota-t-elle dans un souffle. Mais tout ce qu'elle entendait, c'était l'écho de son propre minuscule espoir. De l'autre côté de la gosse, un milliardaire était assis dans sa tour d'ivoire, fixant son téléphone, attendant un appel dont il prétendait se moquer. Et de l'autre côté de la ville, une petite fille de 7 ans attendait, elle aussi. 2 mondes complètement séparés. Mais le destin était déjà en train de les tisser ensemble. Un fil fragile à la fois, la cloche de l'école coupa l'après-midi humide comme une promesse. Les enfants se répandirent dans la cour poussiéreuse, leurs voix formant un enchevêtrement chaleureux de rires, de commérages et de disputes sur qui irait chez qui après les cours. Mais Léa marchait seule, ses petites épaules voûtées sous le poids de son vieux cartable, le magazine usé soigneusement rangé à l'intérieur. Elle avait appris que les adultes n'entendaient que ce qu'ils voulaient bien entendre. La veille, elle avait composé un numéro et entendu une voix polie. Clara, la secrétaire de la société. Clara avait été ferme, professionnelle. Elle n'avait pas passé Léa à Monsieur Antoine. Elle avait dit à l'enfant que c'était impossible. Clara n'avait pas été cruelle. Elle avait été pratique. « Il est occupé », avait-elle dit. Les enfants font souvent des blagues au téléphone. Quand la voix de Léa s'était brisée et qu'elle avait dit qu'elle avait besoin d'un papa pour Noël, l'impatience de Clara s'était adoucie pendant un instant. Elle l'avait dit à Antoine parce qu'elle ne pouvait chasser l'image de cette petite voix tremblante. Antoine avait lu le message de Clara cette nuit-là à son bureau de verre et lui avait dit de l'ignorer, jusqu'à ce que quelque chose dans ses mots reste collé à son esprit. Au matin, la curiosité l'avait emporté, mais il l'avait encore balayé d'un haussement d'épaule. Finalement, dans un moment où son travail s'était interrompu et qu'une petite inquiétude inconnue lui avait serré la poitrine, il avait dit doucement à Clara, « Si elle rappelle, passez-la-moi. » Alors maintenant, c'était l'après-midi et Léa était de nouveau sur le même trottoir fissuré, la même cabine téléphonique bleu brillant sous le soleil bas. Ses jambes bougeaient d'elles-mêmes tandis qu'elle se faufilait entre les vendeurs et les motos. Sa robe orange, décolorée au col, collait à sa peau où la sueur s'accumulait. Sa queue de cheval tressée rebondissait à chaque pas déterminé. Quand le préposé leva la tête et la vit, son expression passa de la surprise à une affection résignée. « Encore ?» demanda-t-il. Léa hocha la tête, essoufflée. « S'il vous plaît, tonton, je dois passer cet appel. » Il ne demanda pas pourquoi.
Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, trop urgente, trop honnête pour qu'on la taquine. Il prit la petite pièce qu'elle tendait et désigna la cabine. À l'intérieur, le téléphone paraissait plus froid qu'elle ne s'en souvenait. Elle étala le magazine sur la petite tablette métallique comme s'il s'agissait d'une carte au trésor. Ses doigts planèrent au-dessus des boutons avant qu'elle ne les presse, chaque bip un petit battement de tambour dans sa poitrine. À l'autre bout, Clara terminait un rapport quand la ligne s'alluma avec un appel entrant. Elle reconnut immédiatement le numéro du centre d'appel public et se renversa légèrement, agacée. Elle avait parlé à Antoine de la petite fille. Elle avait décrit la voix, la supplique, et elle se souvenait de ses instructions. Si elle rappelle, passez-la-moi. Clara écouta. La petite voix au bout du fil semblait faible et résolue. Bonjour, All Group, dit-elle professionnellement. Je suis Clara à l'appareil. La cabine grésilla doucement. Bonjour, chuchota Léa. Est-ce que monsieur Antoine est là? S'il vous plaît, passez-le-moi. Je m'appelle Léa. J'ai appelé avant. Il y eut un silence. Les doigts de Clara planèrent au-dessus des touches de transfert. Un souvenir de la supplique tremblante de l'enfant, « J'ai juste besoin d'un papa pour Noël », tira quelque chose dans sa poitrine. Elle vérifia le journal des appels. C'était le même numéro que la veille. Elle se souvint du message d'Antoine, « Passez-la-moi ». Elle prit une inspiration et appuya sur le bouton de sa ligne directe. De l'autre côté, Antoine sentit son téléphone vibrer. Il était au milieu d'une présentation au conseil d'administration, mais s'excusa, curieux et patiemment réticent. La voix de Clara arriva, douce. « Monsieur, la petite fille a rappelé. Elle semble déterminée. Vous aviez demandé. Je la passe. » Il réfléchit une seconde. Puis, sans le bouclier habituel de l'arrogance, il dit « Vas-y ». La ligne cliqua. Pendant un moment, il n'y eut que le doux ronronnement de la climatisation du côté d'Antoine et le bruit lointain de la ville depuis la cabine téléphonique. Puis une petite voix, plus claire maintenant, envahit son bureau. « Bonjour, monsieur. » Les mots de Léa jaillirent, fragiles et urgents. « Allô ?» Antoine se ressaisit et parla, son ton neutre mais curieux. « Oui, qui est-ce ? » « Je m'appelle Léa. » Léa, se corrigea-t-elle rapidement. « Monsieur, s'il vous plaît, écoutez. Je n'ai pas assez expliqué hier. Je dois tout vous dire. » Il y avait une crudité dans la voix de l'enfant. Pas de réplique répétée, seulement la vérité. Il aurait pu demander à Clara de prendre des notes, convoquer un assistant, ou mettre fin à l'appel. Au lieu de cela, il se contenta de dire « Je vous écoute ». Léa prit une profonde inspiration. Le genre de profonde inspiration que seule une enfant peut prendre lorsqu'elle dépasse une peur. Les mots flottèrent, simples et dévastateurs, comme une petite pierre tombant dans une eau calme. « Monsieur, commença-t-elle, ma maman, elle travaille très dur. Elle nettoie des maisons. Elle se lève tôt. Et parfois, elle ne mange pas pour que je puisse manger. Hier soir, nous n'avions que des patates douces. Elle souriait, mais j'ai vu ses yeux. Ils étaient tristes. Notre tuyau d'eau est cassé depuis longtemps. Nous allons chercher de l'eau à un robinet à 2 rues et nous la portons dans des seaux lourds. Notre toit fuit quand il pleut. Mes camarades d'école rient à propos de nouveaux vêtements et de douceur à Noël. Maman dit que nous remercierons Dieu et que nous dormirons. Je ne veux pas qu'elle soit triste. Je veux juste un jour, un Noël où elle rit. J'ai lu dans ce magazine que votre argent est comme de l'eau et ne s'arrête jamais. S'il vous plaît, monsieur, si vous pouvez, juste pour ce Noël, rendez-nous heureuses. Juste pour un jour, je n'ai pas besoin de beaucoup de choses. J'ai juste besoin que maman sourie. S'il vous plaît. » Elle parla sur un rythme qui lui serra la poitrine, la logique enfantine, la sincérité, la certitude absolue que l'argent pouvait couler comme de l'eau et emporter la tristesse. Antoine sentit les mots se former puis se dissoudre. Il était riche depuis assez longtemps pour savoir comment l'argent résolvait les problèmes et comment il ne pouvait pas tout réparer. Pourtant, ici, à travers une petite ligne fragile, une enfant de 7 ans avait nommé exactement la chose qu'il ne savait pas avoir manqué. Être nécessaire pour quelque chose de réel et de petit. « Où habites-tu, Léa ?» demanda-t-il enfin, essayant de garder sa voix stable. Elle donna le nom de la rue.
Simple, précis, les coordonnées d'une vie qu'il n'avait jamais croisée. Antoine l'écrivit lentement, une nouvelle sorte de carte se déployant devant lui. En arrière-plan, il pouvait entendre le doux froissement du papier, le bip lointain de la circulation et le bourdonnement d'une ville qui ne dormait jamais. « Reste où tu es », dit-il enfin, se surprenant lui-même par la fermeté de son ton. « Ne le dis à personne pour l'instant. Je vais. » Il s'interrompit, cherchant des mots qui ne venaient pas facilement. « Je vais voir ce qui peut être fait. » La ligne grésilla. La petite voix de Léa explosa de jubilation. « Oh monsieur, merci. Merci. J'attendrai. Je vais dire à maman de se reposer. Merci. Merci. » Elle raccrocha avant qu'il ne puisse l'en empêcher. Antoine resta immobile longtemps après la fin de l'appel. Le bureau lui sembla soudain trop grand et trop vide. Il regarda à nouveau l'image du magazine, le costume gris impeccable, le sourire répété, et pour la première fois depuis des années, il se demanda ce que cela signifierait de sortir de derrière sa table de conseil et d'entrer dans une petite pièce qui fuyait, où le rire d'une femme l'attendait peut-être comme un miracle. Dehors, Léa courut chez elle avec un secret si grand qu'il tenait à peine dans sa petite poitrine. Elle serra le magazine contre son cœur et imagina le sourire qu'elle verrait sur le visage de sa mère. Cette nuit-là, la ville sembla un peu plus petite, tissée ensemble par une simple promesse. Et quelque part en Antoine Laurent, un plan commença à prendre forme, maladroit, incertain, et pleinement humain. Le lendemain, Léa ne parvenait pas à se concentrer à l'école. Son esprit vagabondait vers la cabine téléphonique, vers Clara, vers la voix d'Antoine, l'homme qu'il avait écouté avec une patience si inattendue. Chaque tic-tac de l'horloge de la classe semblait une éternité. Les mots de l'institutrice sur l'arithmétique et l'orthographe se brouillaient dans un brouillard tandis que Léa serrait sa robe orange et pensait au plan qu'elle avait en tête. Après l'école, elle évita le chemin habituel pour rentrer. Au lieu de cela, elle se dirigea droit vers le centre d'appel, son magazine usé bien serré sous son bras. Le ciel était d'un gris doux, et la bruine de fin d'après-midi faisait briller la rue. Les petites sandales de Léa faisaient des bruits de succion tandis qu'elle se hâtait vers la cabine familière. Quand elle arriva, le préposé la regarda et esquissa un léger sourire. « De retour, hein ?» demanda-t-il. « Oui, tonton, » dit Léa, sa voix tremblant d'excitation et de nervosité. « Je dois appeler monsieur Antoine. » Elle entra dans la cabine en bois, ouvrit son vieux magazine et composa les boutons familiers. « Bonjour, All Group. »« Clara à l'appareil, » répondit la voix calme et professionnelle. « Bonjour, Clara. »« C'est moi, Léa, » dit rapidement la petite fille. « Je veux parler à monsieur Antoine, s'il vous plaît. » Clara sourit doucement. Elle se souvenait du premier appel de l'enfant et de son insistance de la veille. « Ne quittez pas, » dit-elle, appuyant sur un bouton pour transférer l'appel. À l'autre bout, le téléphone du bureau d'Antoine vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran, sa curiosité piquée, et appuya sur le bouton haut-parleur. « Léa ?» demanda-t-il, sa voix grave et calme. « Oui, monsieur », gazouilla Léa, son excitation à peine contenue. « Je veux vous dire quelque chose. » Antoine se renversa dans son fauteuil. « Vas-y. » Léa déglutit, puis expliqua soigneusement à nouveau, mais cette fois avec plus de clarté. Elle décrivit comment sa mère, Élise, travaillait de longues heures, comment le ménage luttait pour la nourriture et l'eau, et comment Noël approchait et que rien n'avait été préparé. Sa petite voix portait l'urgence et l'honnêteté, peignant une image vivante de leur petit combat. Antoine écouta en silence, laissant chaque mot s'imprégner. Puis il demanda doucement, « Léa, où habites-tu » Elle donna le nom de la rue et détailla le petit appartement délabré où elle vivait. Il le nota soigneusement. « La plupart du temps, ta mère n'est pas à la maison ?» demanda-t-il. Léa hocha rapidement la tête. « Oui, monsieur. Elle part très tôt et rentre très tard. Je peux y aller après l'école et ensuite vous pouvez venir. » Le regard d'Antoine s'adoucit. Il considéra la logistique, le timing, et dit finalement, « D'accord, je viendrai. » Le soleil matinal filtrait à travers les fissures étroites du toit de tôle usée, projetant des rayures dorées à travers le petit appartement. L'air était empli des odeurs familières des rues de Lagos, la poussière, la terre humide et l'accara qui grésillait chez un vendeur voisin.
Mais pour Léa, aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, c'était Noël. Elle était assise en tailleur sur le petit tapis, son magazine usé à côté d'elle, fixant le plafond avec anticipation. Sa queue de cheval tressée bougeait au rythme d'une petite mélodie qu'elle fredonnait. Elle avait passé les derniers jours à imaginer ce moment, à planifier, à espérer, et à compter les heures jusqu'à ce qu'il arrive. Ses petites mains tripotaient les bords de la robe orange qu'elle portait depuis le matin, le tissu doux et familier. « Maman ?» demanda soudain Léa, tirant doucement sur la manche d'Élise. « Oui, mon bébé. » Élise, sa queue de cheval élégante parfaitement en place et vêtue de sa robe noire, baissa les yeux vers sa fille, essayant de réprimer un sourire fatigué. « Est-ce que tu travailleras à Noël ?» demanda Léa, ses grands yeux marrons pleins d'un mélange de culpabilité et d'excitation. L'expression d'Élise s'adoucit, ses épaules s'affaissant légèrement. « Oui, mon bébé, dit-elle. Si je ne travaille pas, nous ne mangerons pas. Tu le sais. » Léa hocha gravement la tête, mais à l'intérieur, une excitation tranquille lui gonflait la poitrine. Elle savait qu'une fois sa mère partie au travail, le plan commencerait. En fin de matinée, l'appartement restait calme et vide. Élise était partie travailler, son sac en bandoulière, laissant Léa dans le petit espace ensoleillé. Puis, comme l'horloge sonnait l'heure après le déjeuner, une voiture noire et élégante s'arrêta silencieusement à l'extérieur. Antoine en sortit, son costume gris parfaitement coupé, ses cheveux courts soignés, sa barbe bien taillée captant la lumière. À ses côtés se trouvait Clara, une jeune assistante de son bureau, portant des boîtes de nourriture. Chaque boîte était lourde de repas de qualité restaurant, de pain frais, de douceur et de boissons. Leurs pas étaient prudents sur le trottoir humide, comme s'ils ne voulaient pas déranger la magie qui allait se dévoiler. Les yeux de Léa s'écarquillèrent. « Monsieur, vous êtes venu. » Elle gazouilla, courant vers la porte. Antoine s'accroupit à sa hauteur et sourit. « Joyeux Noël, Léa. Aujourd'hui, toi et ta maman allez fêter ça comme il faut. » Ensemble, ils portèrent les boîtes à l'intérieur. Léa aida avec les plus légères, tandis que Clara et Antoine s'occupaient des sacs lourds. L'appartement, petit et modeste, se transformait à chaque objet. Au moment où Antoine et Clara eurent fini d'installer, l'appartement ne ressemblait plus du tout à lui-même. Un petit sapin de Noël scintillant brillait dans le coin, les décorations suspendues reflétant la douce lumière du jour. La table était dressée avec des assiettes de poulet rôti, de riz jollof, de plantains frits, de gâteaux et de boissons, de quoi tenir des semaines. Même quelques petites guirlandes lumineuses bordaient les étagères, donnant à la pièce une lueur festive. Les yeux de Léa pétillèrent, et elle serra son magazine contre sa poitrine. « C'est magnifique, » chuchota-t-elle. Elle passa ses petits doigts sur le bord de la nappe et les décorations du sapin. « Merci, monsieur. Cela signifie tellement. Maman a tellement souffert, et votre venue ici, c'est une grande bénédiction. » Antoine sourit chaleureusement. « Pas de problème, Léa. Tu as dit que tu voulais un papa pour Noël. Eh bien, aujourd'hui, je serai ton papa. Et tu voulais de la bonne nourriture aussi, non ?» Léa hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, mais s'il vous plaît, monsieur. Il ne faut pas que maman le sache encore. Si elle sait, elle va s'inquiéter. S'il vous plaît. » Secrètement, les yeux profonds d'Antoine s'adoucirent encore plus. « Je t'entends, Léa. Ne t'inquiète pas. Tout restera secret, comme tu l'as demandé. » Vers midi, Élise rentra à la maison, fatiguée par son travail. Elle poussa la porte, s'attendant à l'appartement habituel, peut-être quelques restes de snacks et le sourire impatient de sa fille. Au lieu de cela, elle fut accueillie par quelque chose d'extraordinaire. L'appartement brillait, des guirlandes de Noël scintillaient, le sapin se dressait fièrement et la table débordait de nourriture. Des assiettes de riz jollof, de poulet rôti, de plantains frits et de gâteaux étaient disposées avec soin. Il y avait même de petites touches décoratives qui rendaient l'espace magique, comme s'il sortait directement d'un magazine de restaurant. « Waouh !» s'exclama Élise, les yeux grands ouverts. Elle entra avec précaution, absorbant la scène, ses épaules fatiguées se relâchant légèrement. Elle regarda Léa, qui sautait d'excitation dans sa robe orange. « Maman !» cria Léa, courant vers elle. « Un bon samaritain est venu m'aider. Regarde,
regarde tout ça. Tu n'as pas à t'inquiéter. Nous en avons assez pour des mois. La mâchoire d'Élise tomba. Oh, oh mon Dieu, murmura-t-elle. Ses yeux fatigués brillèrent de larmes, et elle se pencha pour serrer sa fille contre elle. Léa, c'est incroyable. Comment? Comment cela a-t-il pu arriver? Léa sourit, tenant son magazine usé contre sa poitrine. Monsieur Antoine, il est venu et il m'a aidé. Il est mon papa pour Noël, maman. Et il a apporté la nourriture. N'est-ce pas incroyable? Antoine s'avança, souriant doucement. Joyeux Noël, Élise. Léa m'a tout raconté sur la façon dont vous avez travaillé dur aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour vous et elle de profiter de la journée. Pas de soucis, pas de stress. Élise, touchée au-delà des mots, ne put que hocher la tête. Elle regarda autour d'elle la nourriture, les lumières et les rires de sa fille, et pour la première fois depuis des mois, sentit une chaleur qu'elle avait presque oubliée. Léa dansa dans la pièce, aidant à mettre la table, plaçant de petits objets décoratifs, et jetant occasionnellement un coup d'œil à Antoine. Merci, monsieur. Vraiment, merci. J'ai toujours voulu un papa à Noël, et aujourd'hui mon vœu s'est réalisé. Antoine rit doucement, regardant son excitation. Eh bien, Léa, les vœux sont faits pour se réaliser. Et aujourd'hui, tu as obtenu exactement ce que tu as demandé. Ils passèrent le reste de la journée à manger, rire, décorer et partager de petits moments de joie. Ce fut un Noël plein d'espoir, d'amour et de magie. Pas le genre qu'on trouve dans les magasins ou les publicités, mais celui qui vient du rêve d'une petite fille, d'un cœur gentil et d'un plan secret qui a tout changé. Pour Léa, c'était plus que de la nourriture ou des décorations. C'était la première fois de sa jeune vie qu'elle se sentait en sécurité, vue et aimée, comme une enfant avec un papa qu'elle n'avait qu'imaginé. Et pour Élise, c'était un rappel que même les plus petits actes de bonté pouvaient restaurer la foi dans le monde. Dehors, la gosse bourdonnait de vie. Mais à l'intérieur de ce petit appartement, le temps ralentit. Pour un magnifique Noël, le rêve de Léa s'était réalisé. Et dans la lueur des guirlandes lumineuses et la chaleur des rires partagés, la petite fille savait qu'elle n'oublierait jamais le Noël où elle avait enfin eu un papa. Fin. Merci beaucoup d'avoir regardé.